Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc, le big data, c'est formidable, on peut faire plein de choses avec. Par exemple, Microsoft a créé un outil très récemment qui permet de déterminer l'âge de quelqu'un sur une simple photo. Bon, merci Microsoft. Ça permet aussi de faire beaucoup d'autres choses, évidemment. Quand on parle big data, parfois on entend finance, marketing, météo aussi. Et ça inspire aussi des inquiétudes. Des inquiétudes sur la protection de la vie privée. Donc voilà, un joli poster, Yes We Scan. Des scandales comme celui de la NSA récemment nous montrent qu'on est déjà dans une ère de transparence, qu'on peut être facilement traqué sur Internet, et que nos comportements sont regardés non seulement par les gouvernements, mais aussi par des grandes entreprises et des acteurs qui peuvent être un petit peu moins faciles à identifier. En attendant qu'un encadrement éthique et juridique sur lequel il faut travailler soit en place, ma façon de faire, c'est que tout ce que je fais sur Internet et sur mes appareils connectés, je considère que c'est potentiellement public. Et je vous invite à en faire de même. Parce que personne n'est à l'abri d'être analysé. Mais ce n'est pas de ces choses-là dont je veux vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du big data comme d'un outil formidable pour la résolution des problèmes les plus critiques auxquels on se heurte aujourd'hui, et un outil qui a une place centrale en fait dans la résolution de ces problèmes-là et dans la construction d'un monde, du monde qu'on veut, d'une économie positive qu'on veut pour 2030. Donc, je vais commencer par des petits rappels, parce que le big data, on en parle énormément, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Enfin, quelques personnes savent, mais il explique mal. Donc, le big data, c'est pas de la magie. C'est une discipline scientifique qui est à cheval entre les mathématiques appliquées et l'informatique, et qui consiste à manipuler, en fait, à réussir à gérer des énormes quantités de données, que ce soit des images, des chiffres, des mots, des sons, et à en extraire de l'information pertinente, à faire émerger des choses, à rendre visibles des choses qui ne l'étaient pas, à faire émerger des régularités, cette information, ensuite, elle peut être utilisée comme on le souhaite. Mais alors là, vous allez me dire, mathématiques appliquées, informatique, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Pourquoi est-ce qu'il y a un buzz aujourd'hui sur le big data? Qu'est-ce qui fait que tout le monde en parle? Que vous avez on en a entendu parler plusieurs fois déjà dans cette conférence. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a deux principales raisons à ça. La première, c'est la quantité de données disponibles. Donc il y a un ordre de grandeur qui montre que 90% des données qui sont disponibles aujourd'hui ont été générées, récoltées ces 2 dernières années. Donc pour insister un tout petit peu là-dessus, ça veut dire que toutes les données, tout ce qui a été écrit, enregistré depuis les premières tablettes de pierre jusqu'à il y a 2 ans, ça représente 10% seulement de ce à quoi on a accès aujourd'hui en termes d'information. La deuxième raison pour ce buzz, c'est l'augmentation de la puissance de calcul, donc qui double tous les 18 mois, d'après la loi de Moore, et qui nous permet d'exploiter ces données-là, justement. Donc on est au cœur d'une nouvelle révolution cognitive, on a un bouleversement de notre rapport à l'information, ce qui est déjà en train d'apporter beaucoup d'innovation. Très bien. Mais l'économie positive dans tout ça. Pour vous montrer un éventail énorme d'applications possibles, donc j'ai décidé de vous montrer 3 exemples pour illustrer tout ça. Le premier exemple, c'est pas de l'art moderne, c'est des images de l'imagerie médicale, c'est des biopsies de cancer du sein suspectés. Donc le cancer du sein, il y a plus d'1,5 million de cas par an, plus de 500 000 décès par an. Et ce qui se passe quand on fait une biopsie, pour diagnostiquer, quand on arrive au stade de la biopsie, c'est qu'il y a un médecin expert qui va regarder ça au microscope et qui va déterminer si c'est un cancer, quel type de cancer c'est, qui va faire un pronostic, un diagnostic, et qui va ensuite adapter le traitement et avancer. Une équipe de Stanford a réalisé récemment un algorithme d'analyse d'images qui est capable de faire ce même travail de diagnostic et de pronostic, d'identification, de qualification du cancer, et il s'avère que cet algorithme le fait mieux que les experts. Donc c'est une application concrète qui sauve des vies, qui permet de faire un diagnostic mieux, et aussi de libérer du temps des médecins pour qu'ils aillent sur des tâches qui, elles, ne sont pas automatisables, parce que tout n'est évidemment pas automatisable. Il y a beaucoup d'autres exemples en médecine, il y a la génétique dont on entend parler régulièrement, et encore d'autres choses, j'aurais pu en citer beaucoup plus. Le deuxième exemple qui me tient à cœur, c'est celui du Népal, parce qu'il illustre bien comment le big data peut s'intégrer dans des démarches plus générales.
Donc, comme vous vous en souvenez, en avril, il y a eu un tremblement de terre énorme au Népal. Et dans ce genre de situation, dans ce genre de catastrophe naturelle, les premiers jours qui suivent la catastrophe, c'est le chaos total. Les secours n'ont aucune idée d'où il faut aller, ils ne savent pas exactement où est-ce qu'il y a le plus de population, ils ne savent pas quelles routes sont praticables, quels ponts sont effondrés, comment est-ce qu'ils vont pouvoir accéder aux différentes zones. Et là, cette année, il y a eu quelque chose de différent qui a permis aux secours de beaucoup mieux s'organiser. Et ça, il y a eu d'abord l'identification d'où étaient les populations de façon assez précise grâce aux données des téléphones portables. Donc on pouvait cartographier correctement, mettre l'une sur l'autre la carte de là où il y avait des gens et de là où les secousses étaient les plus fortes, ce qui a permis d'identifier les zones en priorité. Et ensuite, il y a eu un travail collaboratif, contributif, de milliers de personnes qui ont analysé des images satellites avant et après pour estimer où est-ce qu'il y avait des destructions, où est-ce qu'il y avait le plus de destruction, et donc accéder à des informations qui ont aidé les secours extrêmement rapidement. Et c'est l'autre avantage du big data, c'est que ça permet de faire émerger des choses, mais ça permet aussi de mettre en relation des réseaux très complexes, là en l'occurrence un réseau de gens qui ont aidé les secours au Népal pour résoudre le problème plus vite. Un dernier exemple, rapidement, c'est une carte de l'Ouganda. C'est un projet qui est encore en cours, qui inclut notamment Orange et les Nations Unies, un programme des Nations Unies, et qui montre les migrations de populations, là en l'occurrence les populations qui sortent de Kampala, la capitale. Donc ce genre d'analyse, ça peut permettre plein de choses. La prévention d'épidémies, quand on sait comment bougent les populations, on peut savoir comment on peut se transmettre une maladie plus rapidement. Et ça peut servir à encore beaucoup d'autres choses. On peut comprendre économiquement comment fonctionne un pays de façon beaucoup plus fine. On peut donc contribuer à réduire la pauvreté. On peut imaginer plein de choses. Encore une fois, il y a plein d'exemples, mais j'espère que ces 3 exemples-là vous illustrent un petit peu comment le big data peut s'intégrer dans les problématiques qui nous sont chères dans cette conférence. Maintenant, pour encourager les applications positives du big data, il y a évidemment des directions un petit peu institutionnelles, encourager l'investissement dans ces directions, modifier un petit peu notre rapport à la recherche, réfléchir sur la propriété des données, mais je voudrais vous parler de certaines choses, je voudrais démystifier en fait certaines choses sur le big data. Et pour ça, je vous montre un 4e exemple, qui est celui-ci. Il y a une très forte corrélation entre le nombre de personnes chaque année qui se noient en tombant dans une piscine et le nombre d'apparitions cinématographiques de Nicolas Cage. Donc ça vous fait rire, heureusement. Mais l'idée, c'est que là, c'est évident. Mais on pourrait très bien, face à ça, se dire « Ok, j'ai envie de sauver des vies, je vais interdire à Nicolas Cage de faire des films. » Et ce genre de raisonnement-là, si on le délègue à un algorithme, il se peut très bien que l'algorithme prenne ce genre de décision, ou si on interprète mal, si on comprend mal les outils qu'on utilise, on peut très bien, même un expert, se dire bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que Nicolas Cage arrête de faire des films, puisque quand il fait des films, il y a des gens qui se noient. Et donc, l'idée, c'est juste de vous rappeler que tout ce qu'on appelle big data, intelligence artificielle, etc., c'est pas de la magie, c'est des outils qui peuvent être utilisés, qui peuvent être mal utilisés, et donc il y a une sensibilisation à avoir là-dessus, sur ces sujets-là. Une autre mystification en cours, c'est celle-là. L'intelligence artificielle, ça va se retourner contre nous et ça va tous nous tuer. Donc il y a la citation de Elon Musk qui dit qu'avec l'intelligence artificielle, on est en train d'invoquer le démon. Et c'est pareil, cette citation-là, elle n'est pas acceptable en tant que telle. C'est-à-dire que c'est pas les algorithmes qui vont prendre le dessus sur l'humanité, qui vont se réveiller d'un coup et qui vont prendre des décisions qu'on leur aura pas données à la base. Donc mettre une arme sur une machine autonome et déléguer la capacité de tirer à cette espèce d'arme autonome, c'est une décision qu'on peut prendre ou ne pas prendre. Pour information, il y a pas mal de pays qui travaillent déjà sur des projets comme ça. Mais ce n'est pas les algorithmes qui se réveillent et qui font ça. Donc comme je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez sur parole face à Elon Musk, quand même un petit peu plus de crédit que moi pour l'instant, je fais appel à Gérard Berry, qui est médaille d'or du CNRS en 2014 en informatique, et qui dit, je cite, « L'homme et la machine sont les deux opposés les plus radicaux qu'ils soient. L'homme est lent, peu rigoureux et très intuitif, et l'ordinateur est, je cite toujours, très rapide, très rigoureux et complètement con. » Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut comprendre la façon dont fonctionnent les algorithmes. C'est comme ça qu'on va les utiliser d'une façon positive, qu'on ne va pas mal interpréter les résultats.
et qu'on va être capable d'orienter ces résultats vers des applications positives. Pour finir, la vraie chose contre laquelle je voudrais vous mettre en garde, d'un point de vue individuel, c'est que le risque de la surveillance, de la transparence, etc., il est présent, il faut l'encadrer, mais il y a d'autres risques, il y a d'autres choses qui sont potentiellement en danger, qui sont plus insidieux, et qu'on se doit de protéger. Le premier, c'est notre libre arbitre. Parce que le big data, ça permet d'automatiser énormément de choses, et d'automatiser même des comportements, de créer des incitations. Facebook a fait des expériences, sans prévenir les utilisateurs, qui ont démontré qu'en filtrant les informations qu'ils affichaient à telle ou telle personne, ils pouvaient influencer non seulement leur humeur, mais même leurs intentions de vote, l'intention d'aller voter ou pas. Vous faisiez peut-être partie de cette expérience, je crois qu'elle a été faite aux États-Unis surtout, mais donc c'est le genre de choses dont il faut être conscient pour se prémunir de ça. Et donc j'aimerais en rappeler au final à notre responsabilité, au fait de ne pas considérer que ces machines, l'intelligence artificielle, sont des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, et finir sur une citation de Sidney Harris, qui nous dit que le réel danger n'est pas que les ordinateurs se mettent à penser comme des humains, mais que les humains se mettent à penser comme des ordinateurs. Merci.